Bonsoir à tous, bienvenue dans... on va essayer de faire un petit récapitulatif de la présentation de Félicia, mais pas Félicia le collectif tel que vous le connaissez, mais plutôt Félicia le projet de Fédération pour la liberté du choix, de l'instruction et des apprentissages, c'est-à-dire une association loi 1900 qui aurait pour vocation en fait de reprendre à peu près l'ensemble des activités de Félicia, mais en mode associatif. Alors, il n'est pas inutile, je pense, de récapituler pour les gens qui nous connaissent que pour ce qu'on a fait récemment dans le domaine de l'instruction en famille, ou pour les gens qui ne nous connaîtraient pas du tout et qui découvriraient cette vidéo parce qu'on leur a envoyé, parce qu'on leur a dit que ça pourrait être intéressant. Alors, qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on fait? Alors, Félicia, pour Fédération pour la liberté du choix de l'instruction et des apprentissages, a pour objet un peu large d'accompagner les acteurs éducatifs. Alors pour nous, ça a une représentation assez large, ça veut dire des parents, des éducateurs, des enseignants, des membres d'associations qui ont un objet un peu lié, dans la meilleure connaissance et la défense de leurs droits en matière d'éducation. C'est-à-dire que nous sommes partis du principe qu'il existait une déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 26 avait dans son point 3 une phrase qui disait « Les parents ont le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leur enfant ». Et donc notre objet initial depuis la création, c'est de défendre le respect des droits de l'enfant, dont l'instruction, on le sait, est obligatoire en France de 3 à 16 ans, au nom de l'égalité des chances, de l'égalité dans la différence, parce que tous les enfants ne sont pas les mêmes, et toujours en référence au point 2 de l'article 26, c'est-à-dire qu'on a vocation à défendre le choix des parents qui ont décidé de mettre leurs enfants, qu'ils soient porteurs de différences, exemple porteurs de handicap ou porteurs d'un projet pédagogique, dans la possibilité d'être défendus, mais aussi la possibilité de vérifier que l'État et la République, du coup, dans son exercice du droit à l'instruction, ne prennent pas en compte des éléments qui soient des origines, des convictions, des choix philosophiques, des différences culturelles ou même des pédagogies. Le tout, pour nous, est important, et il est important aussi qu'on prenne en compte le droit à la parole de l'enfant quant à ses choix d'instruction, selon l'article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Voilà. Enfin, le dernier élément, une fois qu'on a fait une meilleure connaissance de toutes ces pratiques et de tous ces droits pour les acteurs de l'éducation, on aimerait aussi bien sûr que la liberté de pédagogie des instructeurs, donc ça va des enseignants aux parents instructeurs, ou de toutes les structures d'enseignement, puisse être garantie dans le respect des obligations légales, mais toujours en référence au point 1 de l'article 26, notamment, qui dit que les établissements d'enseignement et les structures d'enseignement ont le respect de leur liberté pédagogique. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais l'idée est en fait, c'est qu'on va se positionner au nom de la liberté de choix de l'instruction et liberté de choix de la pédagogie pour l'instruction. Ça veut donc dire apprendre aux gens à connaître le fait qu'ils ont des droits en la matière et que la structure telle qu'elle est présentée par l'école publique, par exemple, n'est pas la seule qui existe, mais aussi au sein de cette structure telle que présentée par l'État français, d'être capable de défendre les droits de chacun, qu'il soit un parent ou instructeur, à valoriser et maintenir une liberté pédagogique. Alors, une fois qu'on a posé les grands principes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer, nous, dans des actions concrètes, d'aider les parents à mieux connaître et faire valoir leur droit à choisir un type d'instruction qui soit en accord avec leur volonté pédagogique. Ça veut dire qu'elle peut être, par exemple, en dehors de l'école publique en présentiel pour leurs enfants. Ça veut dire, c'est pour ça que beaucoup de gens nous connaissent aujourd'hui, c'est savoir la défense du droit à instruire en famille, ou du droit à s'instruire à distance, ou du droit à recevoir une éducation dans le cadre d'établissements privés sous contrat,
si par exemple on a un enfant porteur de handicap et que les parents ont choisi d'aller dans un établissement privé sous contrat ou public sous contrat, eh ben on va avoir notre volonté et notre objet va être de défendre les droits de toutes ces personnes-là à l'intérieur de leur choix d'éducation. Mais aussi les établissements privés hors contrat qui sont une autre modalité de l'instruction. On va aussi faire en sorte de permettre aux individus, aux associations, aux institutions et entreprises du secteur de leur donner une voie fédérale, c'est-à-dire pour beaucoup de ces acteurs, le droit à l'instruction ou le droit à la liberté pédagogique ou le droit à la reconnaissance du choix, ce ne sont que des éléments d'un objet plus large. Nous, on a vraiment envie de se focaliser sur le respect et la défense de ce droit au choix, et donc de n'œuvrer que en matière d'éducation et de possibilité à faire valoir ce droit en matière d'éducation. Donc évidemment, on aurait une vocation à représenter les membres dans le respect de leur objet propre. On va jamais rentrer dans ce que les gens font et pourquoi ils le font, pour autant qu'ils respectent la législation française en la matière. Et on va essayer de défendre et de représenter nos membres dans les questions qui sont liées au choix de l'instruction auprès des pouvoirs publics ou auprès des administrations, toujours dans le but de défendre, promouvoir et garantir le droit à la liberté d'instruire. On va aussi faire en sorte que cette fédération, telle qu'on l'imagine, elle soit l'expression la plus démocratique possible de l'avis et des visions de ses membres. C'est-à-dire qu'on va toujours, c'est un peu le principe qui nous motive actuellement dans le collectif tel qu'on l'est, et c'est ce qu'on voudrait qu'il soit conservé dans la fédération future, c'est toutes les orientations et actions, on veut qu'elles soient votées démocratiquement par l'ensemble des adhérents. On veut jamais que ce soit un bureau décisionnel et que la volonté finalement de un ou deux membres d'un bureau soit la seule vision qui est censée représenter tout un secteur. Donc ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va mettre en relation des associations, des écoles, des courants de défense d'une pratique éducative, ou au contraire de défense d'enfants porteurs de handicap ou de particularités. On va faire en sorte que tous ces gens aient un endroit et une manière de discuter ensemble sur les problématiques et les thématiques qui sont liées au choix de l'instruction. On s'est rendu compte dans les différents, on peut dire combats, en tout cas dans les différents objets qu'on a eu à défendre récemment, c'est qu'on apprend beaucoup des problématiques que peuvent rencontrer, par exemple, mais c'est assez caricatural, mais un enfant porteur de handicap qui veut absolument rentrer en inclusion dans l'école publique va avoir une série de problématiques pour que ce soit une réalité et que ce soit possible. Et dans ces problématiques, on se rend compte que certaines rejoignent des problématiques qu'ont rencontrées d'autres familles qui, au contraire, ne veulent pas que leur enfant rentre dans l'inclusion dans l'école publique parce qu'ils ne se sentent pas bien accueillis ou bien suivis, ou que la pédagogie ne convient pas, ou que voilà. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse fournir à tous ces membres une espèce d'agora dans laquelle ils vont pouvoir discuter de problématiques et enrichir les problématiques les uns des autres par des angles et des visions qu'ils n'avaient pas forcément. Et évidemment, qui dit fédération dit aussi qu'on va être capable de mutualiser les moyens et les compétences de tout le monde. Une bonne idée qui va naître dans une association régionale sur une thématique particulière va très facilement atteindre un potentiel de mutualisation. C'est-à-dire qu'une bonne idée, qu'elle vienne du fond de la France ou d'une toute petite association, va pouvoir avoir une voix plus large dès l'instant où elle est présentée à l'ensemble de ses membres qui peuvent se l'approprier, aider, collaborer sur ces sujets-là. Voilà. Donc évidemment, on a aussi une vocation médiatique, puisque dès l'instant où on représente un plus grand nombre d'acteurs sur une thématique très précise qui est la liberté de choix d'instruction, on va être capable de relayer plus rapidement parce qu'on sera identifié comme tel. On va servir de plateforme de diffusion et de relais de diffusion des associations et des actions des associations que nous représentons. On va aussi être capable, parce qu'on représentera plus de gens dans le secteur, de mettre en place des enquêtes, des sondages, le tout avec une vocation scientifique, puisqu'on se rend compte que sur le sujet, il y a assez peu
de textes et de documentation qui soient légitimes, et on voudrait en tout cas créer cette base pour qu'on arrête d'entendre toujours partout les mêmes poncifs qui sont très rarement étayés par des faits, des chiffres ou des éléments. Enfin, on va aussi être capable, et ça c'est l'expertise de nos 4 dernières années de travail, c'est qu'on est capable de fournir une méthodologie de travail et une plateforme autogérée qui vont permettre aux membres d'associations parfois très diverses de travailler ensemble sur un projet commun et de l'amener à sa réalisation dans les meilleures conditions possibles de communication, d'outils, etc. Donc ça, on sait faire, et on voudrait permettre aux gens qui travaillent avec nous d'acquérir ces méthodes-là aussi pour être plus efficaces dans cette défense. Enfin, une fois qu'on représente suffisamment de gens dans la liberté et la défense du choix, on est capable de publier des cours, des conférences, de mettre en place des réunions de travail, de faire des actions de sensibilisation, de mettre en place des manifestations pour faire connaître un type de pratique éducative ou un type de problématique liée à l'inclusion, ou etc., au sein de l'ombrelle que fournirait Félicia. Enfin, et c'est important, on se veut laïque, apolitique, asyndical et humaniste, et on peut rajouter maintenant respectueux des principes de la République, puisque c'est une obligation, et ça a toujours fait partie de notre ADN. Quand on se base sur l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, évidemment, les valeurs qui sont fondatrices de la République nous importent. Donc on n'aura jamais de vocation à défendre plutôt une vision politique ou une vision syndicale ou une vision philosophique ou une vision religieuse, ce qui n'empêche pas parfois que ces sujets-là recoupent des sujets qui sont liés au choix et on va devoir aborder par l'angle le plus neutre et le plus global possible, faisant fi des options philosophiques ou religieuses ou politiques ou syndicales des gens qui composent la fédération. La fédération en tant que telle ne se veut sans couleur. Bonsoir à tous. Alors je vais prendre le relais un instant pour vous parler des types de membres qui sont prévus par la fédération. Donc il y a d'un côté toutes les personnes morales, donc qui vont regrouper les associations locales, nationales, les entreprises, divers groupements. Et ensuite il y aura aussi un accès aux personnes physiques, si et seulement si elles ne sont pas déjà adhérentes à une association qui est membre de Félicia. Donc les membres pourront être des personnes majeures ou mineures. On tient à ce qu'ils soient inclus dans les démarches. Et pour l'accès des membres à la fédération, c'est le conseil d'administration en fait qui dispose de 2 mois pour valider ou non une adhésion. Il va simplement regarder l'objet de la structure, voir si cet objet est compatible avec les statuts de Félicia et rien d'autre. Donc voilà pour les différents types de membres. Et ensuite, on peut parler de leur répartition. On a prévu un certain nombre de collèges pour les classer entre guillemets, c'est juste de l'ordre du classement. Il y aura un collège avec les personnes physiques, par exemple, les individuels dont on a parlé tout à l'heure, qui sont regroupés dans un seul et même collège. Donc tous ceux qui ne sont pas déjà adhérents à une association membre de Félicia. Il était prévu un collège pour les associations qui défendent les droits des enfants à potentiel atypique. Alors ça va être les enfants à haut potentiel intellectuel, tous les 10, les TDAH, enfin, tous les potentiels atypiques qu'on peut regrouper, l'autisme. Ensuite, il y aura un autre collège qui serait les associations socio-culturelles, donc qui vont avoir un public un peu plus large. Les établissements d'enseignement en présentiel, ceux d'enseignement à distance également. Bien sûr, l'instruction en famille, pour lesquels on a beaucoup œuvré ces dernières années. Et donc les 2 derniers collèges, ce seraient les associations de parents d'élèves d'école hors contrat, également tout ce qui est associations et syndicats professionnels qui accompagnent la création et le développement des établissements d'enseignement ou alors le développement du libre choix des pratiques éducatives. Donc ça regrouperait les syndicats d'enseignants par exemple. Il est vraiment important de voir ces collèges non pas comme des organes décisionnels, c'est pas le cas, mais vraiment comme des univers de travail. D'ailleurs, ce ne sera leur seul usage en fait, c'est d'identifier au démarrage, en tout cas dans les associations qu'on espère fondatrices,
d'avoir au moins ces types d'univers-là représentés. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté dans nos travaux de ces dernières années que c'était souvent dans ces pôles de travail-là qu'on avait des questions qui remontaient, qui étaient liées à la liberté de choix d'instruction. Que ce soit la création d'établissements hors contrat, oui, quand, comment, pourquoi, que ce soit les gens qui pratiquent l'instruction en famille, qui veulent défendre leurs droits, que ce soit des gens qui ont des enfants avec un potentiel différent ou un trouble du spectre autistique, et de se rendre compte que soit leur accès à l'école, soit leur maintien en dehors de l'école peut poser problème, et que on se rend compte qu'il y a des questions qui sont posées. Les assos socio-culturels, c'est la même chose. On va se rendre compte que de temps en temps, quand on a des objets qui sont liés à l'instruction ou à la formation ou à l'éducation, globalement, on est parfois dans un espèce de no man's land dans lequel on ne sait pas trop si on est une école, si on n'est pas une école, si le fait de se regrouper pour aller voir un musée, par exemple, ça fait partie d'un mode d'instruction. Enfin, il y a énormément de questions qui fonctionnent là-dessus. Et puis on se rend compte aussi, notamment dans les syndicats avec lesquels on travaille, que eux-mêmes ont des questions qu'ils remontent auprès de leur ministère de tutelle, par exemple, de dire moi je veux bien faire ce que vous me demandez pour le contrôle, pour le fonctionnement, pour l'analyse, pour l'étude, mais je ne peux pas le faire parce que faute de moyens, faute de structure pour le faire, faute d'organisation pour le faire. Et on aimerait, nous, justement, que tout ce petit monde arrive à discuter entre eux pour l'objet qu'on défend, à savoir le meilleur encadrement pour le choix libre des parents et des instructeurs en France par rapport à leur pédagogie. Voilà, donc c'est vraiment juste du thématique, et c'est pour ça que c'est important de se rendre compte que c'est juste une distinction comme ça, qu'elle est amenée à évoluer probablement au gré des membres, parce qu'il y aura peut-être des gens qu'on n'imagine pas au démarrage et qui auront envie de nous rejoindre parce que l'objet enfin, il y a un lien d'affinité avec le thème, et aujourd'hui on ne peut pas en présumer en tout cas, mais c'est ce qu'on a imaginé au démarrage qui nous semble le plus logique, mais c'est juste des thématiques. Ça a une implication au moment du vote, c'est-à-dire qu'on va être capable de vérifier si on a bien tous les collèges qui sont représentés au moment du vote. On en parlera plus tard. Alors, on peut peut-être l'aborder rapidement, ce point, juste au niveau du vote, cette répartition, effectivement, va nous servir juste à vérifier qu'il y ait bien 50% des associations ou des collèges qui ont voté pour qu'un vote soit entériné. On verra ça en détail tout à l'heure, moi, c'est peut-être l'occasion de... il faut savoir aussi qu'un collège qui vote, il pourra demander à être le seul à voter sur un sujet spécifique, si c'est un sujet qui le concerne directement, bien sûr. Il lui faudra pour cela l'accord des autres collèges, mais c'est une possibilité qui pourra lui être offerte. Donc je te laisse la main pour les organes exécutifs. Oui, alors on va commencer donc par les cercles concentriques. Alors ça, c'est les organes exécutifs, leur fonctionnement est totalement calqué sur le mode de fonctionnement du collectif actuellement, et c'est aussi pour ça que les noms sont un peu étranges, parce que ce sont des noms qui sont hérités de notre mode de travail historique. Alors il faut savoir qu'on part toujours de l'action, donc on va s'éloigner du centre de la diapositive pour aller vers ses extrémités et partir d'idées, d'envies, de projets en fait, qui sont menés par un certain nombre de personnes parmi nos membres, sélectionnés parmi nos membres. C'est-à-dire, je suis dans une association membre de Félicia et j'ai une idée qui est défendue par mon asso. J'ai envie de lui donner une plus grande notoriété, ou de la confronter, ou de porter cette voie-là, ou ce fonctionnement. Et bien, je suis capable de le réaliser au sein de Félicia, selon une logique fonctionnelle que nous on a mis en place depuis maintenant près de 5 ans, qui permet en fait de sortir les projets assez rapidement, avec des échéances, avec une modalité de fonctionnement qui est proche en fait de projet informatique, mais c'est quasiment ça, c'est-à-dire on est capable de travailler le fait pour que on arrive à sortir des projets qui soient identifiés, clairs, précis, sur un petit nombre de gens, et qui sont ensuite ramenés au vote pour l'ensemble des membres de la fédération. Autour de ces commissions participatives, qu'on appelle parfois jardins chez nous, il y a ce qu'on appelle un comité de coordinateurs. Alors le coordinateur, il faut savoir que comment on l'imagine, on imagine que dans ces coordinateurs, je vais d'abord expliquer leur rôle. Leur rôle, c'est pas un rôle de direction, c'est pas un rôle de décision,
c'est un rôle vraiment de cheville ouvrière ou de petite burette d'huile dans tout le système pour faire en sorte que les commissions qui ont défini des dates, des agendas, des objets, des objectifs aussi par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, puissent à un moment être challengés sur ce qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre en place. Est-ce qu'ils sont bien dans les temps? Est-ce qu'ils ont bien les bons outils pour le faire? Qu'est-ce qui coince? Quand? Comment? Enfin, en gros, on va discuter en mode équipe pour essayer de savoir ce qui peut coincer ou bloquer pour qu'un projet arrive à ses fins et trouve l'écoute qu'il doit avoir au sein de la fédération d'abord et puis dans le grand public ensuite. Donc ces coordinateurs, on a défini qu'ils seraient entre 9 et 25 membres élus par assemblée générale. Les 3 premières années, comment est-ce qu'on imagine ça? Il faudrait que la fédération croisse. On s'est dit que au début, on aurait un tiers des coordinateurs qui seraient élus parmi les membres fondateurs, un tiers des coordinateurs qui seraient élus parmi les personnes morales fondatrices, et enfin, le solde serait les coordinateurs qui seront élus par les membres individuels qui participeront à un des collèges qu'on a vu précédemment. Et ensuite, les années suivantes, on imagine, quand la fédération est en place, que 3/4 des coordinateurs seront élus par les personnes morales ou associations qui sont membres de Félicia, et le reste sera élu par les membres individuels qui adhèrent en leur nom propre. Alors c'est un peu technique, mais comme ça vous avez vraiment la vue globale. Au-dessus de ça, on a un bureau. Alors je dis au-dessus, mais je devrais pas dire au-dessus, c'est pour ça qu'on a fait les cercles inclusifs. C'est que le bureau n'a pas de pouvoir décisionnel en tant que tel. Il sert juste de chambre d'écho des décisions qui auront été faites à la majorité des votants au sein de la fédération. Ils ont un rôle administratif évident. Ils représentent l'association dans ses courriers, dans ses discussions avec les organes bancaires, puisqu'il y en a, avec le pouvoir public, ils sont directeurs de publication s'il y en a, etc. Donc à ce titre, ils ont parfois un rôle ou un pouvoir de veto, puisque c'est leur nom qui va être engagé dans ce cas-là, mais ils n'ont pas de pouvoir de décision sur les actions qui sont, elles, choisies systématiquement, démocratiquement, sur base d'un projet qui est qualifié dès le départ. Voilà. Je pense que c'est un peu tout ce qu'on peut dire. Donc en gros, c'est des projets qui sont dans lesquels il y a de l'huile et des petites burettes d'huile qui sont faites par des coordinateurs qui sont chargés d'amener le projet au stade du vote. C'est voté, et une fois que c'est voté, le projet déroule dans le grand public. Donc ensuite, l'Assemblée Générale. Donc l'Assemblée Générale, alors c'est tout ce qu'il y a de plus ordinaire pour le coup dans une association en 1901. Elle va se réunir une fois par an, comme ça se fait habituellement, et comprendre tous les membres de l'association qui auront une cotisation à jour, bien sûr. Donc il est prévu qu'elle se tienne sur une plateforme collective pour permettre des discussions avant la comptabilisation des votes, qui sera forcément faite de manière fiable. On y reviendra tout à l'heure pour les outils. Il est prévu aujourd'hui qu'elle dure 1 semaine, pour que tous les sujets puissent être abordés, vu qu'en plus ce ne sera pas en présentiel. Si vraiment il y a besoin, ça peut être amené à 48 heures en cas d'urgence. Donc ça, c'est prévu dans les statuts. Bien sûr, au niveau des pouvoirs, elle aura les plus étendus, pour déterminer toutes les orientations stratégiques de la Fédé, les actions nécessaires pour réaliser son objet. Alors ça va être aussi définir et modifier le règlement intérieur, ou valider les emprunts bancaires, les embauches. Donc c'est elle qui va se prononcer sur tous ces points-là. Et elle va également se prononcer sur certaines propositions qui vont être issues des commissions de travail qu'on a vu tout à l'heure, les fameux jardins. Évidemment, comme toute assemblée générale, elle va aussi se prononcer sur le rapport moral et le rapport d'activité, qui vont être fournis par le conseil d'administration et le bureau, et elle va approuver ou rectifier les comptes de l'exercice clos, et bien sûr approuver le budget pour l'exercice suivant. Donc, pour ceux qui connaissent les associations, enfin pour la plupart d'entre vous justement, vous connaissez déjà un peu tout ça, c'est vraiment du très très standard. Du coup on passe assez rapidement sur cette diapo. On va passer à la mécanique des votes. Donc il y a plusieurs mécaniques de vote qui ont été prévues. Donc d'une part, sur la gauche de votre écran en orange, vous pouvez voir la mécanique des votes qui a été prévue pour le bureau, le conseil d'administration et les membres des commissions, des jardins de travail
dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, ce sera En des gros, décisions. c'est tout ce qui se passe dans les cercles qu'on a vus sur la diapo d'avant. Voilà, très très interne, on va dire. Donc toutes les décisions dans ces sphères-là vont être prises au consentement. C'est-à-dire qu'on va travailler un dossier jusqu'à ce que plus personne ne s'oppose à sa diffusion en l'état. On apporte des modifs tant qu'il faut en apporter pour que toutes les personnes qui travaillent sur le dossier se mettent d'accord. Si vraiment il y avait 2 projets différents qui sortaient, ce qui peut arriver, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, et ça arrivera certainement d'autres fois. Il y a possibilité de faire 2 dossiers, 2 courriers par exemple, si on devait prendre un exemple, 2 courriers orientés un peu différemment, et ensuite on pourrait procéder à un vote par jugement majoritaire. Donc ça, c'est un type de vote qui, plutôt que de voter pour l'un ou pour l'autre, chacun va s'exprimer sur les 2 dossiers, sur les 2 courriers, en disant s'il est très bien, bien, assez bien, passable ou insuffisant, par exemple. Ça peut être les différentes mentions qui sont sélectionnées. Mais par contre, on va s'exprimer sur les 2. Et du coup, ensuite, on retiendra le projet qui obtient la meilleure mention, qui est soutenu par une majorité de personnes. Donc c'est quand même beaucoup plus démocratique que de s'exprimer sur un seul dossier finalement. Donc ça, c'était pour toutes les sphères internes. Et du coup, je te laisse parler des mécaniques de vote pour la suite. Donc je repars de l'exemple du courrier parce que c'était assez parlant. Donc on a un jardin, une commission qui dit moi le but de ce qu'on aimerait faire, c'est écrire un courrier à l'inspecteur académique de je ne sais plus quelle région pour lui parler de telles problématiques spécifiques à sa région que plusieurs membres d'associations ont repéré dans sa région ou qu'on aimerait faire valoir un atelier. Voilà. La commission travaille, elle arrive par jugement majoritaire à définir une idée qui va être portée avec un projet fini qui est le courrier. Et ce courrier va passer sur les flèches bleues à ce qu'on appelle un vote global de la fédération sur cette idée qui a été portée par une commission. Donc on a le courrier qui est finalisé avec une définition de pourquoi le courrier veut le faire, qu'est-ce qui l'a amené, comment, en gros on qualifie le projet. Et on va le porter au vote de l'ensemble des membres de la fédération. Alors pour ça, on va faire en sorte que chaque membre de chaque acteur que nous fédérons soit susceptible de voter. Après, bien sûr, chaque membre, puisqu'on parle d'associations, ont des mécaniques de décision interne qui sont parfois différents. Mais en tout cas, la fédération en tant que telle fournira le moyen de permettre à chaque membre final, chaque personne, de s'exprimer si son autorisation... Chut les garçons si son association Chut lui permet de s'exprimer en son nom. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, un vote à majorité absolue par les membres, avec pondération des mandats selon le nombre d'adhérents. Alors pourquoi on a fait ça ? C'est simplement pour essayer d'un peu équilibrer des forces au sein d'une fédération dans lesquelles on aurait des associations qui ont parfois un très très grand nombre de membres. On parle parfois de 7 à 8 000 membres pour certaines assos. Et puis des associations qui sont très souvent, parce que c'est un peu le tissu associatif en France sur ces sujets-là qui est comme ça, avec quelques centaines de membres, voire moins de 100 membres pour certains. Donc l'idée c'est de se dire que les associations qui ont plus de membres sont moins valeureuses que les autres. Et c'est en tout cas faire aussi en sorte que les plus petites associations ne soient pas totalement écrasées dans leur voix, dans l'idée qu'elles portent, dans une fédération où ils seraient un peu sous-représentés par rapport à des grosses mécaniques. Donc on a fait ce qu'on appelle un vote avec pondération, où en gros, jusqu'à peu près à 100 membres dans une association, une voix égale un vote. Et au-delà de 100 membres, on applique un système de pondération qu'on expliquera juste après, mais dans lequel en fait, il y a un peu plus de personnes pour un vote. Voilà, ce qui permet de lisser les courbes sur des très grands nombres de votants et d'avoir une courbe qui progresse globalement logiquement par rapport au nombre de membres. On peut passer peut-être justement à la slide suivante, parce que justement il y a le détail de ce que tu expliquais. Oui, alors si on regarde, c'est en haut à droite, c'est tout petit, mais c'est pas très important en soi. Ce qui est important, c'est de voir les formes.
c'est que pour essayer justement de faire un rapport qui soit logique entre le nombre de membres d'une association, sa capacité à s'exprimer, mais aussi de ne pas écraser les plus petites associations, en gros que ce soit une belle courbe gaussienne, on a essayé plusieurs méthodes qui pourraient fonctionner. Et vous voyez que, alors si vous aurez l'occasion de voir les documents, mais c'est que en fait tous les modes de fonctionnement, que ce soit des modèles par palier, des modèles juste linéaires, on a à un moment ou l'autre un vrai phénomène d'écrasement si on a une grosse association et une toute petite association. Et vous voyez que la ligne verte qui est au milieu est celle qui en gros est le plus grand commun dénominateur à toutes les formes de vote possibles, c'est-à-dire celui qui est le plus médian par rapport à toutes les formes de vote possibles en termes de justice, en fait, tout simplement, entre les plus grosses assos et les plus petites associations. Et cette courbe gaussienne verte que vous voyez, c'est du jugement pondéré par ce qu'on appelle, nous, une échelle logarithmique. On vous expliquera aussi comment elle fonctionne, mais ce qui est important à retenir à ce stade, c'est qu'on a vraiment essayé qu'il y ait une forme de justice entre la possibilité de s'exprimer et le nombre de personnes qu'on représente. Donc, qu'est-ce qui va se passer au sein d'un vote? Oui, c'est encore moi qui parle. Chaque membre physique d'une association dispose d'une voix, c'est-à-dire logiquement, il peut le faire. Chaque personne physiquement a le pouvoir d'une voix au sein de Félicia. Ensuite, il y a effectivement ce que j'expliquais tout à l'heure, toutes les associations par statut ne permettent pas cette expression libre de chaque membre au nom de leur association. Donc, on verra après comment nous on s'en sort sur ce sujet-là. Mais on travaille donc avec des gens qui sont les adhérents finaux, quoi, les membres de l'association finale, et aussi un représentant par association dont ils dépendent, qui va avoir un rôle de coordinateur de tout ça. Je m'explique. Si vous êtes dans une association où les statuts le permettent, vous êtes membre d'une association comme ça, vous allez recevoir une proposition de vote, vous allez voter. Le représentant de votre association dit moi ce qui se passe, c'est que je me calque uniquement sur les votes de mes adhérents. Donc si oui l'emporte au sein de mes adhérents, ma décision en tant que représentant de mon association, ce sera la stricte représentation du vote de mes adhérents. Mais ça peut être aussi des associations qui ne le permettent pas, par exemple parce que le bureau est décisionnaire. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que nous, on envoie la même capacité de vote individuelle aux gens. On a des outils, on a pensé notamment à des outils participatifs tels voteur, je sais pas comment il faut dire, mais en gros qui permettent d'adresser un dossier explicatif et de voter sur un dossier explicatif à tout le monde. Et après, c'est ce qu'on va faire de ce dossier. Soit je suis dans une association où le représentant dit moi, le vote de mes membres égale ma décision. Et dans ce cas-là, ils votent, on voit leur décision, elle est reportée, et ça équivaut à un vote. Dans une association où le bureau est décisionnaire, on envoie le même dossier, sauf qu'il y a un premier niveau de filtre, j'allais dire, dans lequel le vote des adhérents finaux, le vote des adhérents de cette association, est remonté à son représentant, et son représentant, lui, en fonction de son mode de décision au sein du bureau, décidera si l'avis de ses membres, en tant que tel, en tant qu'individuel, vaut pour le vote de l'association, ou si le bureau, parce qu'ils ont une meilleure connaissance du sujet, parce que c'est leur mode de fonctionnement, décide de répartir différemment son pouvoir de vote. Enfin, une fois qu'on a passé cette étape, ce qui correspondra au vote final, alors que ce soit la décision du membre final ou la décision du membre final filtrée par le membre du bureau, ça va être ce qu'on appellera, nous, le résultat des votes. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Et pour être sûr que tout ça se passe de manière structurée, vérifiable, etc., on demandera à un représentant de chaque association de voter vraiment physiquement, comme un bulletin dans une urne, dans lequel il engagera son association sur le sujet. Alors ça a l'air énorme mais très compliqué dit comme ça. En vrai, ça passe par un envoi type mail à tout le monde pour expliquer un projet sur lequel il va falloir se décider. Et puis c'est le retour de ce dossier qui va impliquer que le représentant de l'association
au sein de Félicia va avoir à travailler beaucoup ou un peu moins en fonction du mode de décision de son bureau dans l'association. Voilà. J'espère qu'on est clair. On peut le réexpliquer plein de fois individuellement. N'hésitez pas à nous contacter pour le sujet, parce que là, c'est dur à l'audio, mais en pratique, c'est très simple. Le dossier de décision sur un vote est envoyé à tout le monde. Les gens s'expriment, et cette expression soit sert d'indicateur aux représentants d'une association pour dire voilà ce que pensent mes membres, mais voilà moi en tant que bureau ce que je vais voter, ou au contraire dire voilà ce que pensent mes membres, et donc puisque mes membres pensent comme ça, ben voilà ce qu'on va voter, puis on va voter à l'identique. Ces deux cas de figure sont un peu imposés par le mode de fonctionnement des associations, et au final, en fait, chaque représentant émettra physiquement un bulletin dans une urne numérique, protégée, vérifiée, notamment parce qu'on y tient, que tous les votes puissent être vérifiés et qu'on ne puisse pas y avoir du bourrage d'urne. Et puis voilà, une fois qu'on a la décision de ce vote, ben le projet de courrier est envoyé, toute autre décision qu'on aurait à prendre peut être prise et être déployée telle qu'elle a été prévue dans le dossier explicatif. Alors, on peut peut-être passer la fiole, parce qu'on a essayé de préparer un exemple en fait de comptabilisation des votes pour essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Donc en fait, par exemple dans ce cas précis, on a une association qu'on a appelée ici l'association 1, que vous pouvez voir en haut à gauche, qui a 7500 adhérents. Donc selon l'échelle logarithmique qui serait mise en place, ça correspond à 912 voix, puisqu'on pondère les voix des grosses associations pour éviter d'écraser toutes les petites. Il y a un sondage qui est envoyé à tous ses membres. Il y a 3000 personnes qui votent pour un projet et 500 qui votent contre. Donc vous avez remarqué, ils n'ont pas tous voté, il n'y a que 3500 personnes qui ont voté, ça arrivera forcément. L'association, elle décide de voter à l'identique, donc son représentant, il va nous ramener 3000 voix pour, 500 voix contre. Exactement comme ses membres en ont décidé. Nous, on va récupérer ces voix et on va pondérer sur les 912 voix qu'il a de base selon l'échelle logarithmique. On va simplement appliquer un pourcentage et du coup, on va arriver à 782 pour et 130 contre, qui font bien 912 voix. On va faire exactement pareil pour toutes les associations. Donc, par exemple, l'association numéro 2, qui est en dessous, elle a que 200 adhérents et 171 voix. Même principe, elle décide de voter à l'identique du sondage qui a été fait pour ses membres, donc 100 pour et 20 contre le projet. Pareil, ils n'ont pas tous voté. Elle nous remonte les 100 pour, les 20 contre. On va appliquer la pondération sur les 171 voix dont elle dispose selon l'échelle logarithmique. On fait le pourcentage exactement pareil, ça ramène à 143 pour et 29 contre le projet ou le courrier. Et on va empiler comme ça tous les pour et tous les contre de toutes les associations pour en avoir un total. Donc là, par exemple, on a 925 pour et 159 contre. Donc le deuxième filtre qu'on va passer ensuite, c'est vérifier, comme on en a parlé tout à l'heure, qu'il y ait bien au minimum 50% des associations ou des collèges qui ont voté avant d'entériner le vote. On en a discuté au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc ça, c'est pour essayer d'être quand même un minimum représentatif. Donc là, par exemple, dans l'exemple qui est en dessous, on a 3 collèges qui ont voté, le 1, le 2 et le 5, qui seront nommés bien sûr après. On a bien 3 collèges qui ont voté sur 6 existants, donc c'est bon, le vote peut passer. On va vérifier un dernier point, cependant, c'est qu'aucun collège n'est majoritaire dans ce vote. Donc par exemple ici, on voit en jaune 1276, donc on voit que le collège numéro 5, il comptabilise 1276 voix pour. Ça fait plus de 50% du total des votants pour. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Nous, en interne, on va émettre une alerte aux représentants des associations pour qu'elles réétudient le cas, qu'elles se posent la question, qu'elles se disent est-ce que c'est normal? Peut-être que c'est tout à fait normal que ce collège-là, il soit vraiment plus représenté cette fois-là et qu'il ait autant de pour. Mais quand même, il faut que ça alerte. Si c'est pas normal, il faut réétudier le cas et chercher une solution. Donc dans ces cas-là, il y a un nouveau travail qui va être fait dans les jardins
pour envoyer un nouveau sondage ensuite aux membres et procéder à un second vote. Bon, ce second vote, il sera définitif parce qu'à un moment donné, il faut que ça reste démocratique aussi, donc le second vote sera définitif, mais on a donné une alerte et ça peut éviter sur certains dossiers épineux parfois d'avoir des complications, on va dire. Et ce qui est important, c'est bien de retenir que la vérification du collège, elle n'a pas d'expression démocratique, c'est-à-dire que ça n'empêchera jamais un vote en tant que tel. Juste, c'est une levée de drapeau d'un juge de touche dans un cas particulier, de dire bah tiens, sur ce projet-là, qui a un objet très spécifique que vous venez de voter, bah, on se rend compte que plus de la moitié des voix viennent, je sais pas, du collège des écoles hors contrat. Alors que, par exemple, c'est une décision d'interdire l'IEF aux enfants qui ne sont pas inscrits dans une école hors contrat, par exemple, de cours par correspondance. Dans ce cas-là, bah, c'est une représentation d'un vote, donc on va pas dire bah non, c'est interdit, mais non, c'est le vote, les gens peuvent voter. Mais simplement, on va alerter les autres représentants de toutes les associations que là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un collège qui est celui des écoles hors contrat par correspondance qui vote, qui fait balancer le vote tout seul du côté de l'interdiction de toutes les autres pratiques. Alors, l'expression démocratique se fait, ça peut passer comme ça si tout le monde est d'accord, mais juste, on va être capable d'apporter une alerte. Vous avez vu, c'est bien ça qui est en train de se passer, ça vous va, si ça vous va, c'est bon, si ça vous va pas, eh bien, on est susceptible de redemander un vote dans ce cas-là, ou de repréciser le projet, ou de demander plus d'explications, ou de recontacter les membres pour être sûr qu'ils ont bien compris. Si on recontacte les membres, bien sûr, il y aura toute une série d'explications avec qui expliquera pourquoi ils sont recontactés, quelles modifications éventuellement étaient apportées ou sur quoi on attire leur attention. En pratique, on pense que c'est pas une procédure qui arrivera souvent, mais c'est juste on veut se donner la capacité de visuellement s'alerter quand on a une thématique particulière, un collège thématique qui écrase tous les autres collèges. Voilà pour un exemple de vote. Donc, comme on disait tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je te laisse la main pour parler des ressources. Oui, alors c'est un peu la partie tartempion, mais bien sûr, pour faire que ce soit un dossier envoyé à des parlementaires, que ce soit une action juridique avec un avocat, que ce soit le recours à un huissier parfois, que ce soit une location de salle, enfin n'importe quoi, on va avoir un moment ou l'autre besoin de financer nos activités. Alors, bien sûr, on prévoit une partie ressources dans une association, mais vous voyez qu'on n'a pas établi ni de tarifs de cotisation, ni de quelles vont être les ressources de revenus. On pense que ce sera aux premières associations qui rejoindront, qui donc formeront le premier noyau de la fédération, de s'entendre sur la manière de rétribuer, en tout cas de financer les activités et sur la manière dont ça doit se faire. Est-ce que ça se fait sur une manière annuelle ? Est-ce que c'est tacitement reconductible ? Pour nous, ça fera partie des premiers votes de la fédération, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle assure son autonomie financière pour les activités qu'elle a à accomplir. Mais on a quand même prévu que voilà, qu'on puisse recueillir des cotisations, qu'on puisse par exemple faire des activités et des services qui soient rémunérateurs, qu'on puisse accepter des dons et des mécénats éventuels, qu'on puisse percevoir des intérêts et redevances de biens et ou de valeurs qu'on pourrait posséder, ou de se faire rétribuer des services qu'on pourrait rendre dans le cadre de prestations, que ce soit des dossiers d'études sur un type de pratique ou des ateliers de formation au sein d'un établissement ou n'importe quoi, mais aussi des subventions qu'on pourrait recevoir de l'État, de l'administration, de l'Europe, de collectivités locales, territoriales ou d'instances communautaires supranationales, du secteur privé qui voudrait aider. Tout ça se ferait bien sûr systématiquement par vote des membres et permettrait de financer les activités. On a évidemment vocation à être toujours dans l'objet de Félicia, toujours le plus transparent possible et toujours apolitique, asyndical, sans coloration partisane ni philosophique. Voilà, c'est la fin de ce slide. Cette présentation, on peut peut-être dire un mot sur les actions qui ont déjà eu lieu, pour donner quelques exemples et
Oui, et celle à alors venir? c'est vrai qu'on peut faire ça, puisque c'est vrai que tout le monde ne connaît pas. Alors il faut savoir, Félicia est née en 2016 de la volonté de certains parents qui étaient dans parfois plusieurs associations historiques, surtout en instruction en famille à la base, mais on s'est très vite rendu compte que les gens qui étaient intéressés par ce qu'on faisait étaient souvent des gens avec du multiprofil, notamment dans leurs enfants. C'était soit des enfants qui avaient une particularité d'apprentissage, soit une particularité de géographie, un fonctionnement par exemple nomade ou itinérant, ou qui avaient une volonté de pratiquer un type d'éducation ou d'instruction qui était pas reconnu ou mal connu simplement, et ou du grand public et ou de l'administration, ou qui pratiquait un mode d'instruction qui était innovant et donc pas forcément encore bien identifié par les ministères de tutelle dont dépendent leurs pratiques, ou des gens qui disaient moi j'aimerais bien pouvoir garder ma liberté pédagogique au sein du socle commun, mais l'appliquer d'une manière ou d'une autre. Donc ça nous a amené bien sûr au début à travailler essentiellement avec l'institutionnel, et d'essayer de porter et défendre ce qu'on fait auprès de l'académie, auprès du ministère, auprès de l'Assemblée nationale, auprès du Sénat, pour en gros défendre le droit des familles, surtout, que nous représentions initialement. Mais on s'est rendu compte assez rapidement que on touchait plus de gens. On touchait aussi des écoles hors contrat, puis des écoles par correspondance, puis les gens inscrits dans des écoles nationales d'enseignement à distance, mais qui se retrouvaient dans des problématiques notamment liées au Covid, par exemple, qui se disaient attendez, mais pourquoi moi je suis inscrit en école, mais propose un mode d'examen qui est pas le même que les autres personnes inscrites en école. Enfin, il y a toute une série de points comme ça qui sont liés à la liberté du choix, qui sont venus s'agréger et sur lesquels on a été amené à travailler. Donc ce qui est important à retenir, c'est vraiment que le plus grand commun dénominateur à tout ce qu'on fait, c'est toujours d'essayer de faire en sorte que, quel que soit le choix de la personne en matière d'éducation, tant qu'on est dans des choix légaux, citoyens et républicains, qu'ils puissent être défendus pour ce qu'ils sont, quoi. Qu'il n'y ait pas de différence entre les citoyens, qu'il y ait un système égalitaire, et que, en tout cas, on puisse s'accorder avec l'objet de l'article 26 de la Convention internationale des droits de l'homme et du citoyen. Donc ça, c'est vraiment ce pourquoi on a fait. Alors ce qu'on a fait, on a travaillé notamment sur ce qu'on appelait à l'époque la loi égalité-citoyenneté, où on parlait par exemple de contrôle de l'instruction en famille avec des modalités qui auraient été décidées par l'éducation nationale. On a travaillé aussi sur les décrets d'application de cette loi. On a après travaillé sur ce qui pouvait être dit autour de la déscolarisation ou de la désocialisation d'enfants qui n'étaient pas instruits à l'école, et où il y avait un gros amalgame entre des déscolarisations et des éducations ou non-instruction. On a travaillé sur les rapports parlementaires à ce sujet-là, pour surtout faire connaître en fait les pratiques, parce qu'on se rend compte que souvent les pouvoirs publics et puis les gens qui décident ne connaissent pas, ou connaissent très mal. On a travaillé aussi dans le cadre de la loi pour une école de la confiance, puisque Jean-Michel Blanquer a décidé de modifier beaucoup de points du code de l'éducation à cette occasion, et notamment des points qui étaient liés aux écoles hors contrat ou à l'instruction en famille. On a travaillé sur la mise en pratique de la loi Gatel, qui émanait du Sénat, concernant l'ouverture d'écoles hors contrat en France et sur les conditions d'ouverture d'écoles hors contrat en France. On a travaillé là plus récemment sur la décision du président de la République le 2 octobre 2020 d'interdire purement et simplement l'instruction en famille, sauf quelques motifs d'autorisation, qui étaient globalement les motifs qui sont aujourd'hui ceux du CNED, handicap, itinérance ou musiciens et sportifs de haut niveau. Alors là aussi, pareil, on a dû faire un travail d'explication auprès des parlementaires, dire attention, c'est très restrictif, vous êtes en train de rendre des situations très complexes pour des enfants, au final. Voilà, donc on a travaillé avec les parlementaires en information. On a travaillé aussi au niveau juridique pour défendre les droits des enfants instruits en famille et surtout de leur famille.
Et d'ailleurs, c'est toujours pas fini. On travaille sur ce sujet-là, mais vous voyez que c'est souvent, bien sûr, lié à l'éducation. Là, on travaille avec des enfants qui demandent une égalité de traitement dans le cadre du bac, par exemple, qui ne se rendent compte qu'ils n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement que d'autres enfants inscrits au bac. Voilà, mais on peut travailler aussi sur la reconnaissance dans l'école et par l'école d'enfants avec des troubles. On a des projets de loi en cours sur lesquels on est investi pour, en tout cas, la reconnaissance par l'école ou la reconnaissance en dehors de l'école d'enfants qui ont des neuroatypies. Voilà, c'est un objet assez large. Voilà un peu tout ce qu'on a fait. Et c'est là qu'il y a le slide un peu final dans lequel on se dit mais pourquoi est-ce qu'on pense que c'est intéressant d'adhérer à Félicia quand on est une association locale, régionale, socioculturelle, une école hors contrat, une école d'enseignement à distance, une école qui promeut et défend les enfants différents ou porteurs de handicap ou qui ont une pédagogie différenciée. On essaie d'un peu lister ce qui nous semblait important ou intéressant à adhérer à une fédération comme la nôtre. Donc en fait, on a listé à la fois ce qu'on a déjà fait au jour d'aujourd'hui, ce qui a déjà été fait par les différentes commissions de travail, et également ce qui pourrait être fait demain, quelles sont les idées qui ont déjà été lancées. Il y en aura d'autres forcément, mais c'est vraiment donné à titre d'exemple pour montrer jusqu'où ça pourrait aller. Le tout est après de trouver des bras pour porter toutes ces idées, mais voilà, c'est pour voir un peu ce qui pourrait être fait. Donc il y a 6 grands thèmes en fait. Il y a d'abord un appui technique et logistique qui pourrait être fourni aux associations. Donc aujourd'hui, on est capable de donner des chiffres sur les libertés d'instruction, des chiffres étayés, puisqu'on a réalisé des études, divers sondages qui sont représentatifs, et qu'on peut aujourd'hui avoir une représentation à l'échelle régionale, nationale, voire même européenne, si un jour on veut discuter avec d'autres voisins de leur manière de pratiquer. Donc ça, c'est ce qui a été fait aujourd'hui déjà en termes d'appui technique et logistique, ce qu'on peut fournir aux associations. Et demain, pourquoi pas imaginer, ça peut être plein de choses, mais par exemple des bibliothèques, des forums pour tout ce qui est outil pédagogique, des bourses d'échange ou des ventes de matériel qui peuvent être à la fois faites en ligne, pourquoi pas physiquement dans les zones où il y a plus de monde. Enfin, c'est vraiment à inventer, je dois dire. Ce sera au cas par cas en fonction des volontés de chacun. Il peut y avoir par exemple des réductions de groupe. Ça peut vraiment être des choses qu'on apporte aux associations. Se servir du volume pour avoir des réductions auprès de certaines entreprises, des cours, enfin je ne sais quoi, ça peut être plein de choses. Donc, en deuxième bloc, on a l'aide au développement. Alors le premier aide qu'on fournit aujourd'hui, c'est l'outil en ligne aujourd'hui, c'est Discord. Ça permet à la fois de proposer des projets. En fait, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, qui proposent un projet, on l'intègre dans Discord, on en discute avec lui, on essaie de trouver une petite équipe de travail, de fignoler un peu ça, et puis de pouvoir réaliser les actions après les avoir votées, bien sûr, comme on a expliqué tout à l'heure. Donc ça, aujourd'hui, c'est un outil qui fonctionne, dont on a usé et abusé même, je pense. Donc on sait que voilà, ça fonctionne bien pour ces pratiques. Demain, en aide au développement, ce qu'on peut imaginer d'autre, encore une fois, il y a plein d'autres idées, mais pourquoi pas récupérer des témoignages des autres associations locales et les mettre à disposition des associations, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, en train de se créer ou pas, pour avoir un maximum d'infos et s'aiguiller dans ces pratiques. Ensuite, donc il y a tout ce qui va être soutien administratif, ce qui a été fait, alors ça date de cette année, sorti il n'y a pas très longtemps, tous les tableaux de synthèse des attendus de fin de cycle, par exemple du socle commun. Ça, ce sont des éléments qu'on peut fournir à la fois aux assos, aux familles. Bien sûr, il va y avoir tous les outils de communication de la fédération sur lesquels les associations pourront s'appuyer, comme les pages Facebook, le groupe. Enfin, il y aura des moyens de communiquer large par le biais du nombre d'abonnés que Félicia a déjà aujourd'hui. On propose par exemple, de corriger des courriers. Ça, on l'a déjà fait. Donc, il y a une équipe de correction, de correcteurs et de correctrices au sein de Félicia. Donc, les personnes qui préparent des courriers pour un député, pour une académie, peuvent très bien nous les faire passer passer par l'équipe de correction. Ils se sécurisent un peu.
Et pour demain, alors ce qu'on peut imaginer, alors il y a déjà quelque chose qui est en cours pour ça, par exemple l'aide à la création d'assos locales. Il y a un kit qui est en train de se monter pour aiguiller un petit peu les collectifs ou ceux qui sont même pas encore en collectif d'ailleurs, qui sont juste un petit groupe de personnes qui voudraient monter une asso et avoir les premières infos, donc sous forme de kit. Ça peut être demain une aide au montage des dossiers pédagogiques, des projets éducatifs qui vont être demandés par la nouvelle loi. Ça peut être faire des négociations nationales pour au niveau des banques et des assurances pour les associations locales derrière, qui seraient adhérentes à la Fédé. Des kits, pourquoi pas, pour aller rencontrer les académies en amont des contrôles et instaurer un dialogue, ou encore tout ce qui va être des infos sur les ouvertures d'écoles associatives, les informations pour les écoles hors contrat, enfin, ça peut être tout plein de choses à inventer encore. Je vais peut-être te laisser la parole pour la suite. En fait, l'idée et le mot commun en général, en gros, c'est d'essayer de faire en sorte que par le nombre, par l'accumulation des cerveaux, on puisse donner une information de qualité, soit aux associations, soit aux parents directement, in fine, pour éviter que l'information soit reprise parfois, il faut se le dire, c'est quand on n'a pas une information claire, on va la chercher là où elle est disponible et sans toujours avoir la certitude d'un niveau de qualité, en tout cas, qui soit garanti. Et donc ça permet aussi, nous, à notre humble niveau, de lutter contre une certaine désinformation ou certains entrants qui soient parfois délétères pour les enfants in fine. Donc on a vraiment cette vocation de se dire que si on se groupe avec des gens de plus grande qualité possible et avec une vérification autonome par le groupe, on pourra être pertinent et efficace. Et donc ça veut dire aussi faire de la communication sur la législation, vérifier, se tenir au courant, être sûr que l'information qui est dispensée aux associations partenaires et aux familles, in fine, ce soit des informations certifiées et qualifiées, éviter d'un côté l'interprétation par l'autorité de l'État en charge du contrôle. Par exemple, être sûr que si quelque chose est écrit dans un document, c'est vérifié. Être sûr que si l'administration prétend quelque chose qui n'est pas vrai, on puisse se dire non, ça c'est pas ce qui est écrit dans les textes de loi. Faire donc toute la veille juridique qui est liée à ça, où les gens connaissent déjà le site internet de Félicia et où la galaxie des sites qu'on est capable de produire pour fournir cette information de qualité, on l'espère. Mais aussi d'aller être capable de représenter un adhérent auprès d'une instance officielle. C'est pas toujours évident d'entrer en contact avec des gens qui nous font peur ou qui doucement les gars, sont un peu effrayants de par leur nature. Un député, quand on n'a jamais discuté, j'ai bientôt fini, son député, son sénateur ou même son ministre, ça peut être inquiétant, alors que ça, pour le coup, de fait, on a acquis une certaine habitude à faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On peut imaginer, évidemment, mettre au service des associations partenaires, non seulement tous les cerveaux des gens qui composeraient cette fédération, mais aussi toutes leurs capacités. Donc ça veut dire d'être capable très rapidement de sortir des visuels, de sortir des kits de communication pour des stands, par exemple, en locaux, ou pour de l'information qui soit pertinente. On a la possibilité aussi de mener très rapidement des pétitions spécifiques ou des demandes d'informations spécifiques. On est capable, en gros, de faire travailler le collectif pour le bénéfice d'un de ses membres, évidemment. Ensuite, et c'est peut-être ce point-là qui est le plus important pour nous chez Félicia, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on travaille ensemble, on est plus pertinent que quand on travaille l'un à côté de l'autre. Et donc c'est un peu ce qu'on essaye, nous, c'est d'établir cette cohésion, ou en tout cas ces passerelles entre différentes associations qui parfois ont des opinions très spécifiques ou philosophiques très différentes, mais qu'on est capable de rassembler sur un objet particulier qui est celui de la défense du droit à choisir son instruction en France, et d'arriver à trouver un périmètre d'action et de fonctionnement sur lesquels les gens sont raccords, et donc aussi de clarifier des fois des messages qui sinon peuvent être récupérés ou
ou déconstruit par une position quelconque. L'idée, c'est vraiment de se placer du point de vue de l'enfant et de son bien-être. C'est vraiment ça qui motive, je pense, tous les participants à Félicia actuellement, de se dire par quelle action je vais améliorer le bien-être in fine de mon enfant, indépendamment de tout ce que je pense de la politique, de la religion, de la philosophie, des partis, des syndicats, etc. Non, c'est comment est-ce que du point de vue de l'enfant, je vais être capable, moi en tant que fédération, d'apporter une plus-value à son bien-être au quotidien, tout en respectant, et c'est vraiment aussi important pour nous, tout en respectant ce qu'on appelle les principes de la République, qui sont globalement ceux de la Constitution française, et qui nous semble un bon cadre pour travailler. Voilà. Donc là, c'est la fin de cette présentation aussi. Du coup, on est parti pour arriver à montrer ce qui a déjà été fait, ce qui peut être fait demain, des avantages à adhérer demain à la fédération. Et c'est vrai que dans un premier temps, ça va être cofonder la fédération déjà. Donc que plusieurs associations cofondent cette fédération Félicia et déposent ensemble des statuts. Ça va être la première étape du processus maintenant. Comment faire Alors, on va être très simple. On va faire comme on a fait précédemment avec les gens qui sont déjà intéressés par le fait de nous rejoindre. En gros, c'est de se dire on a besoin de se créer en association loi 1901. Donc, on va être obligé de commencer à discuter ensemble entre des petites assos, des grosses assos, différentes thématiques. Mais la première chose qu'on fait, c'est puisqu'il va falloir qu'on fasse des choix et de cooptation au début, il va falloir qu'on lise les statuts des uns et des autres et qu'on soit capable, entre guillemets, de se dire, ok, cette association-là, elle est dans l'objet, ou par cette activité-là, elle est dans l'objet, ou par cette thématique-là, elle rejoint l'objet, et qu'on soit capable, entre guillemets, de faire de la co-vérification du fait que les membres qu'on agrège soient bien non seulement dans l'objet de la fédération et dans ses valeurs constitutives. Donc voilà, si vous pensez que ce qu'on a dit là vous intéresse, ou que vous connaissez déjà un peu notre action en tant que collectif, et que vous dites nous on veut participer à cet élan-là, mais en lui donnant corps au sein d'une association qui aura vocation à devenir fédé, c'est prenez contact. Alors peut-être le plus simple, vous avez l'adresse mail bas de cette slide, agir@fédération-du6felicia.org, agir@fédérationfelicia.org. Voilà, contactez-nous, posez vos questions, n'hésitez pas, on essaie de répondre assez régulièrement. On a une équipe de gens qui travaillent à ça, on est tous bénévoles, donc on fait ça le soir quand on peut, et c'est pas toujours évident, mais on essaye d'être réactif parce qu'on pense que l'objet en vaut la chandelle, et puis voilà, le but c'est d'essayer de poser très rapidement un premier noyau de fédération avec un certain nombre d'associations partenaires qui aura vocation à s'élargir et s'enrichir. Donc voilà, première prise de contact par mail, et puis on échange sur les statuts, sur les collèges que vous voudriez intégrer, comment, pourquoi, les règlements, les cotisations, et roule parti pour de nouvelles aventures. Je pense que tu as tout dit. Bonne journée, à bientôt. Ou soirée, ou matinée à tous, et à bientôt dans les mails. À bientôt, au revoir. Pour le détail, on verra un peu plus tard.
déjà un peu tout ça, c'est vraiment du très très standard. Du coup, on passe assez rapidement sur cette diapo.